Alors Paul, bienvenue. Donc vous êtes le secrétaire général de l'OPP-BTB. Je me suis dit, je vais essayer de le dire sans faute, mais j'ai pas réussi. Voilà, donc c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En tout cas, bienvenue. Donc vous avez un peu eu l'occasion d'écouter nos différents intervenants sur les sujets donc de la data, de l'IA, et la sécurité reste quand même quelque chose de très très important, surtout dans ce secteur du bâtiment. Donc, votre priorité, en tout cas, est de prévenir les accidents de travail et les maladies dans le secteur de BTP. Donc, peut-être rappelez-nous comment est-ce qu'on utilise justement, comment vous, en tout cas, vous utilisez de la data pour prévenir les accidents. Bien, bon, donc bonjour à toutes et à tous. Un petit mot peut-être d'abord pour rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes un organisme paritaire des branches bâtiments et travaux publics. Nous existons cette année depuis 75 ans. Et notre mission fondamentale, c'est d'accompagner les entreprises, d'identifier, de faire la promotion de solutions efficaces, adaptées en prévention pour faciliter l'exécution opérationnelle sur les chantiers. Nous avons aussi des missions d'expertise. Nous sommes aussi un centre de ressources de nos branches. Et récemment, l'épisode Covid a montré aussi l'intérêt d'un tel outil, parce que ça a permis finalement à nos branches bâtiments et travaux publics d'avoir d'abord des directives uniques, claires, rapides, et finalement des guides sur comment agir sur les chantiers qui ont permis au BTP globalement d'être la branche qui a repris l'activité le plus vite. Alors le digital dans notre activité, moi je le dis pour l'OPP-BTP, c'est une opportunité historique, puisque notre métier fondamentalement c'est la promotion. Nous avons 220 000 entreprises adhérentes. Idéalement, il faudrait pouvoir s'adresser à 1 500 000 salariés. Autant le digital nous permet d'espérer joindre tout le monde, autant précédemment, c'était mission quasi impossible. Envoyer un courrier aux entreprises coûte encore 100 000 euros. Avec 100 000 euros, on fait beaucoup de clics, on fait beaucoup de campagnes digitales. Et le digital en promotion est un outil extrêmement puissant, extrêmement efficace. L'été dernier, nous avons fait une petite campagne sur les réseaux sociaux, sur les travaux en hauteur. Ça a généré plus de 250 000 visites sur le site internet de l'OPP, donc dont on peut avoir le soupçon que ce sont des entreprises qui, sollicitées sur le sujet, viennent se renseigner, chercher des solutions à mettre en œuvre ensuite sur leur chantier. Alors quand on parle de data en santé et sécurité, il y a des data anciennes dans notre secteur. Ce sont les statistiques d'accidents de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors ce n'est pas de la data très dynamique, parce qu'en général elles sont publiées presque 1 an et demi après la survenance des accidents, mais ça donne quand même un guide effectivement sur les causes principales, les secteurs prioritaires. Maintenant pour nous, parce que dans les services que nous apportons à l'entreprise, nous cherchons à développer de plus en plus finalement de l'aide que je pourrais appeler automatisée des entreprises, et de l'aide intelligente automatisée. Et donc nous recueillons de la data sur les entreprises, sur les personnes qui viennent sur le site, pour identifier leur profil, leurs préoccupations, et en fonction de ça, de pousser de l'information qui est a priori utile dans l'activité dans laquelle ils sont. Alors, on a eu l'occasion d'écouter Quentin, d'écouter Hubert et Nicolas sur les sujets de l'utilisation de la data et de l'IA. Est-ce que vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que vous voyez des exemples de chantiers ou dans d'autres activités qui sont devenues un peu moins finalement accidentogènes, si je puis dire, depuis justement l'utilisation de la data et du digital? Alors, d'abord un petit rappel pour dire que la data sur le chantier, il y en a de plus en plus, multiforme. Il y a de la data qui commence même avant le chantier, tout ce qui sera relevé topographique, ainsi de suite. C'est très développé. Il y a des logiciels de suivi d'avancement de chantier, de levée des réserves. On a de plus en plus d'équipements, voire de matériel, qui ont des capteurs intégrés et qui donc permettent de mettre de la data à disposition des entreprises, des équipes pour gérer effectivement leurs performances. Et puis bien entendu, il y a le BIM, qui est en théorie, en tout cas, un outil extrêmement puissant, extrêmement complet, pour effectivement prévenir l'ensemble des risques, puisque le BIM, utilisé pleinement, doit permettre de faire le séquençage, la prévision de l'ensemble de l'opération, l'identification à l'avance des sources de risques éventuelles, et donc la mise en place des solutions. Alors, comme exemple concret sur les chantiers, on en a un certain nombre. Peut-être qu'un des plus anciens, un des plus répandus, ce sont les capteurs de recul sur les engins et sur les camions.
Ça nous semble être bateau aujourd'hui, mais de fait, c'est de la data, hein, qui génère donc un signal. Ça s'est enrichi ces derniers temps avec des interfaces sur des gilets portés par les personnels, par exemple. Et on est en train de monter un programme pour aller plus loin, qu'on monte avec les directions matérielles de tous les grands groupes français, les 2 plus grands loueurs et les organisations professionnelles, pour justement faire, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de la captation d'images sur la proximité entre une personne et les parties mobiles des engins, pour faire de l'asservissement des parties mobiles, parce que dans nos métiers, les gars travaillent à proximité des engins, donc la proximité ne suffit pas pour déclarer le risque, c'est le risque de collision effective. Donc là, data, intelligence artificielle sont nécessaires donc pour aller plus loin. Après, on a plein d'autres exemples. Il y a un espace avec tout un nombre de startups au centre du hall 1. Il y a tout un nombre de startups qui se sont basées là-dessus. Il y en a qui ont des capteurs dans les lunettes. Il y en a qui ont des capteurs dans les semelles. Récemment, nous, on a fait une expérimentation avec une start-up japonaise sur des détections de coups de chaleur. Hein, donc, c'est un petit capteur en fait, que portent les gars. Voilà, donc des exemples, on en a de plus en plus. Les plus aboutis, je citerai un exemple que je ne connais aujourd'hui qu'aux États-Unis, où un groupe du nord ou est des États-Unis, qui s'appelle Suffolk, a monté avec une start-up donc en fait, de l'analyse d'images sur les vues qui sont prises depuis les grues. Et en fait, ils viennent repérer des dérives. Non-port des EPI, les cheminements qui ne sont pas respectés, même les zonages simplement qui ne sont pas respectés. Et en ayant identifié que quand on commence à voir des dérives, en fait, on peut envoyer une alerte aux équipes pour leur dire « Attention, vous sortez de votre discipline de bonne gestion et donc vous allez vous mettre en risque ». Mais pour rester justement dans ce sujet de capteurs, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas quand il a pris l'exemple justement tout ce qui est la complexité qu'il y a autour. Mais sans parler de cette complexité, si on parle du prix, ça a un coût. Donc tous ces outils digitaux, ces capteurs, donc finalement la prévention de risque a un coût. Comment est-ce que les entreprises, en tout cas d'une petite taille, qui ne sont peut-être c'est pas à leur portée, mais bon, même si la sécurité est l'affaire de tous. Donc quel retour sur investissement peut-on espérer de manière concrète? Écoutez, moi je ne crois pas qu'il soit possible de calculer un retour sur investissement. On ne connaît même pas le montant d'investissement. Hein. Ce que l'on peut voir, c'est que dans un certain nombre d'applicatifs, et je commencerai par un certain nombre de matériels, si je prends même tout ce qui est manu portable, plusieurs grandes marques proposent des équipements qui sont déjà bardés de capteurs de data et d'intelligence artificielle, qui permettent une gestion différente de l'équipement, qui permettent de garantir une performance de chantier supérieure, plus en sécurité, et manifestement, ces marques-là n'ont pas de difficulté à vendre leurs produits. Après, moi, j'invite à regarder les choses un petit peu différemment. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien utiliser, c'est dire qu'un chantier bien mené en prévention est un chantier bien mené en production. L'enjeu principal, c'est l'enjeu de la performance globale du chantier. Et la prévention en est un des leviers. Bon, si on regarde en France, on a un chiffre d'affaires général du BTP de l'ordre de 250 milliards d'euros par an. Le coût des accidents du travail, le coût direct, donc remboursé par l'assurance maladie, c'est à peu près 1,2 milliard. Mais on estime que le coût total, c'est 3 à 4 fois plus. Donc on va dire aux alentours de 5 milliards. Donc 5 milliards, c'est déjà 2%, hein, ce qui donne un peu de marge. Mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est que avec 1% de gain par rapport à ces 250 milliards, ça génère donc de la capacité d'investissement qui se chiffre tout de suite en milliards. Donc moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on a les marges de manœuvre pour effectivement permettre à toutes ces nouveautés de trouver leur place et d'apporter effectivement du gain, de la productivité, de la prévention en plus aux entreprises. Alors, est-ce qu'on est parti pour voir de la data sur tous les chantiers qu'on voit, ça va devenir un peu mainstream? C'est quelque chose qu'on peut s'imaginer? Parce que, bon, aujourd'hui, est-ce que les chantiers qui utilisent de la data sont minoritaires? Oui, écoutez, moi, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne saurais pas vous dire quand est-ce que la data va arriver où. Personnellement, je pense que ça va arriver de façon extrêmement diverses, hein, de différentes façons, avant d'avoir une vision intégrée du chantier pilotée par la data,
On le voit un petit peu sur certains très grands chantiers menés par des très grands groupes. Hein. Dassault Systèmes est très impliqué avec plusieurs groupes, justement sur ce pilotage opérationnel des chantiers. Bon, avant que ça se démocratise et que ça arrive sur le chantier moyen du BTP avec 5 ou 6 gars, il y a encore un petit peu de temps. Oui. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez cette mission, justement, de faire connaître, au-delà des sujets de la sécurité, la santé et tout ça. Donc, vous, avec vos membres, comment ça se passe? Vous leur en parlez? Vous pouvez peut-être nous expliquer comment... Il y a une sensibilisation Écoutez, quand je vous parlais tout à l'heure des outils digitaux mis en place par l'OPP-BTP et également toute l'action d'information que nous menons, chaque fois que nous voyons des solutions, dont des solutions avec data, intelligence artificielle ou autres, dont nous pensons que ça apporte un bénéfice sur les chantiers, nous en faisons l'écho. Hein. Nous avons développé un accélérateur d'innovation avec Impulse, SMA, ProBTP, le 3CA. Hein, donc, c'est eux qu'on retrouve dans l'espace innovation là-bas. Notre objectif, c'est effectivement de capter l'innovation, d'en mesurer l'intérêt, les effets, et à partir de là, d'en faire la promotion très active auprès des entreprises. Alors, il y a un autre sujet, ou un autre projet important. Quand on parle de data, l'un des gros enjeux, c'est qu'un certain nombre d'entités sont propriétaires de données, mais on va avoir de l'intelligence dans les données quand on réussit à croiser les données entre différents propriétaires. Donc, dans tous les secteurs d'activité, il y a un enjeu de mise à disposition de données et d'établissement de règles de partage de ces données. Certains secteurs sont plus en avance. Le transport aérien s'est lancé dans ce domaine-là depuis longtemps. L'agriculture est assez en avance. Hein. Et nous-mêmes, nous portons avec plusieurs grandes organisations un projet de ce qu'on appelle un data hub, hein, qui est soumis donc, pour un financement auprès de BPI France. Hein. On espère avoir leur confirmation officielle très prochainement pour justement proposer une plateforme, pouvoir la gérer et donc inviter tout un nombre d'acteurs industriels à venir mettre les données à disposition et pouvoir ainsi permettre à des startups de se saisir de ce gisement, de ces richesses, pour proposer des applications nouvelles aux entreprises. En tout cas, c'est formidable. On y travaille. Super. Alors, c'est un sujet qu'on a pas mal discuté, hein, de ce sujet de collecte de données un peu partout et sur cet aspect de la vie privée des gens. On parlait d'RGPD tout à l'heure. Donc, pour vous, comment est-ce qu'on concilie cette collecte de données sur les chantiers avec la vie privée des travailleurs et autres personnes impliquées par ces données? Écoutez, pour ça, nous avons un cadre européen qui a été fixé par une directive avec le règlement RGPD qui s'impose à tout le monde. Tout détenteur de données doit être attentif au type de données, leur gestion, leur mise à disposition et puis offrir de la sécurité contre un accès frauduleux sur ces données. Alors, le sujet n'est pas nouveau non plus, hein, et sachant qu'on est aussi dans des données là, qui touchent au domaine social, je prendrai l'exemple des outils de gestion de flotte. Hein. Il existe depuis déjà un certain nombre d'années des outils avec capteurs installés sur les véhicules qui permettent d'avoir de l'optimisation de gestion des déplacements, de l'entretien. Mais ça permettrait aussi, ça permet d'ailleurs aux chefs d'entreprise d'avoir une visualisation en direct de la localisation des véhicules et donc des personnes qui sont dedans. Donc il y a déjà un risque de flicage ou autre. Bon. La loi française nous offre un guide pour cela. Dans certains cas, effectivement, ce type d'outil dans le sein de l'entreprise demande des accords avec les instances représentatives du personnel. C'est un outil de régulation et qui est une régulation collective, puisque ça se fait par accord. Hein, et dans d'autres cas, c'est le cadre général de la loi qui s'impose à nous sur le partage ou non des données qui sont recueillies. Et surtout, dans de très nombreux cas, c'est la question de l'anonymisation des données. Hein. Je profiterai pour dire un petit mot. Quelque part, c'est un souhait que je formule. En France, nous recueillons énormément de données de santé des salariés. Hein. Il y a les visites dans les services de santé au travail, où les médecins médecins ou infirmières recueillent énormément d'informations. Ces informations-là, si on les croise correctement avec les données d'activité, les types d'entreprises, ainsi de suite, ça nous générerait une capacité d'analyse fine des expositions
des conséquences et donc d'être meilleur en prévention qui seraient très importantes. Bon. Aujourd'hui, le cadre n'existe pas pour une utilisation collective de ce type de données. Je dirais même tout à l'heure, je parlais des données de l'assurance maladie. Les données de l'assurance maladie ne sont pas en accès libre. Je dirais même que l'accès à ces données est extrêmement réglementé. C'est la loi qui détermine un très petit nombre d'acteurs qui ont accès à ces données. Et pourtant, dans tous ces secteurs-là, avec une gestion respectueuse, bien sûr, du droit de la personne, nous aurions des capacités pour mieux gérer, mieux piloter l'ensemble de la prévention et de la performance au sens large dans la construction pour aller beaucoup plus loin. Je vais donner un petit exemple. Moi, je rêve depuis longtemps de pouvoir croiser les données d'assurance, de l'assurance maladie avec les données des assureurs sur les responsabilités civiles chantiers et les décennales. L'enjeu est de montrer, parce que nous sommes tous convaincus, les grands groupes le sont également à partir de l'expérience propre, nous sommes tous convaincus de la corrélation entre la bonne gestion en prévention d'un chantier et la bonne gestion opérationnelle. Coût, qualité, délai. On a besoin de pousser cette démonstration plus loin, et si on pouvait accéder à ces données-là et les croiser, ça permettrait d'apporter des argumentaires complémentaires pour conforter chaque chef d'entreprise, chaque salarié, que quand il pense à la prévention en priorité, il remplit ses objectifs de production en priorité aussi. Alors, quels sont les freins aujourd'hui qui nous empêchent justement de le faire ? Aujourd'hui, ils sont de différentes natures. On a eu une réforme des services de santé au travail récemment qui n'a pas mis la question des données comme une priorité. Donc, je dirais aujourd'hui, il manque l'impulsion pour qu'il y ait un réveil collectif et à nouveau autour de données qui restent quand même très sensibles. C'est pas pour rien que l'histoire de l'hôpital de Corbeil-Essonnes fait autant parler. C'est parce que les données de santé sont sensibles et que s'il n'y a pas un cadre législatif, réglementaire qui se met en place, c'est difficile d'avancer sur le sujet. Justement, il y avait la réforme de la santé, justement, depuis mars. Donc, ça peut aider aussi à amplifier un peu... Écoutez, non, à nouveau non, parce que je dirais les questions de data dans la réforme sont abordées sous deux façons. Alors, il y a d'une part une obligation nouvelle qui est faite aux entreprises de conservation du document unique pendant 40 ans, ce qui veut dire qu'on va quand même là enregistrer de la donnée a priori sous une forme qui la rendra exploitable 40 ans plus tard. Mais bon, il est un petit peu tôt pour dire quelles seront les conséquences pratiques parce qu'on ne connaît pas encore les conditions opérationnelles de mise en œuvre de cette obligation. Et puis, il y a certes une invitation qui est faite aux services de santé au travail d'avancer ensemble sur la gestion des données, mais la façon dont c'est formulé aujourd'hui nous incite à être patients avant d'avoir des résultats. Oui, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il nous reste 2-3 minutes. Peut-être si vous avez des questions dans la salle, on va pouvoir en prendre si vous le voulez bien, Paul. Mais juste peut-être une dernière chose. Est-ce que justement le lien entre la prévention et la performance économique, vous le voyez, vous travaillez avec pas mal d'acteurs, donc quelquefois c'est difficile de l'expliquer, le lien entre la prévention, on va dire la prévention ça coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, et finalement si on peut prouver que justement qu'il y a un vrai lien et que c'est corrélé, et ça va peut-être encourager plus les entrepreneurs à faire de la prévention, même si ça coûte quand même de l'énergie et du temps et de l'argent. Écoutez, je rappellerai ce qui est un petit peu déjà de l'histoire ancienne, mais quand l'OPP avait commencé à travailler justement sur le lien, sur ce qu'on appelait à l'époque la dimension économique de la prévention, donc la question c'était de réussir à chiffrer l'impact, le coût d'abord et l'impact surtout des actions de prévention. Et à l'époque, nous avions travaillé avec une petite trentaine d'entreprises. Dans la moitié d'entre elles à peu près, on avait dû mettre en place les outils de la comptabilité analytique pour pouvoir effectivement rentrer dans cette logique de calcul de coûts. Qui dit comptabilité analytique, calcul des coûts, dit data. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de petites entreprises, voire un certain nombre d'entreprises moyennes, le suivi précis des coûts laisse encore à désirer. Il peut être porté plus loin pour avoir une meilleure connaissance effectivement du coût individuel de chaque activité et de sa rentabilité. Et avoir la connaissance des coûts, ça permet de passer globalement d'un discours où on dit la prévention ça coûte,
Parce qu'on ne voit que le prix d'achat. À un discours, on dit la prévention, ça rapporte, parce qu'on est capable de mesurer le retour sur investissement. Et donc tout ça, c'est de la donnée à savoir retirer du chantier pour pouvoir maîtriser les éléments opérationnels. Merci Paul. Je ne sais pas si nous avons des questions, des personnes qui sont dans la salle qui aimeraient poser des questions à Paul. N'hésitez pas. En tout cas, peut-être juste un dernier élément. On parle de prévention intégrée au métier aujourd'hui, surtout dans le secteur de la construction. Peut-être un petit mot là-dessus et on conclut. Très bien. Mais écoutez, la prévention intégrée, pour nous, c'est deux choses. Il y a d'abord ce que les anglo-saxons appellent safe by design. C'est-à-dire que ce soit finalement un objet à construire, ça peut se faire à travers le BIM, que ce soit les matériels utilisés, que ce soit les méthodes constructives utilisées. C'est s'assurer que les éléments finalement techniques et d'organisation sont intégrés. Ça peut être par exemple, je vais vous donner, on avait eu un exemple d'équipement où les nacelles pouvaient se décrocher donc des bras. Safe by design, c'était ajouter ce que les Japonais appelleront des mécanismes pokayoke, qui font que si le mécanisme n'est pas en place, l'appareil ne fonctionne pas. Si le mécanisme est en place, l'appareil fonctionne et il fonctionne obligatoirement en sécurité. Bon, la deuxième définition pour nous, dans la prévention intégrée, on l'applique à la formation. Je terminerai là-dessus, c'est important, la formation des jeunes. Pendant trop longtemps, dans nos centres de formation d'apprentissage, dans les lycées professionnels, on apprenait le métier. Puis quand on avait le temps, on disait aux gars, en sécurité, il faudrait faire ça, faire ça, faire ça. Donc l'objectif là, c'est de faire en sorte que l'enseignement du geste professionnel intègre bien sûr immédiatement tout ce qui est nécessaire pour faire le geste en sécurité. C'est quand même un objectif premier. On va au travail pour gagner sa vie et non pas pour la perdre. Et parmi les actions, je dirais, un petit peu importantes, nous avons contribué, avec l'Éducation nationale, à changer la classification des savoirs en prévention. Avant, ça s'appelait des savoirs associés. Maintenant, ce sont des compétences clés, ce qui permet de garantir, donc c'est de l'intégration, ce qui permet de garantir que tous les enseignants, effectivement, portent les questions de prévention automatiquement quand ils parlent du métier. Formidable. En tout cas, merci Paul, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin des Bâti-Talks et on se retrouve demain pour parler d'efficacité et de sobriété énergétique. Merci à tous et rendez-vous demain à 11 h. Merci encore Paul.